Bonjour Christophe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors la première question que je vais te poser, c'est de te présenter et de nous expliquer un peu ton rôle, quel a été ton rôle au sein du GIEC. Alors merci de cette invitation. Donc je suis Christophe Cassou, je suis directeur de recherche au CNRS. J'ai passé 22 ans dans un laboratoire toulousain, au CERFAT, le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. Et depuis le mois d'octobre dernier, je suis au laboratoire de météorologie dynamique, ici à Paris, sur le campus de l'ENS, l'École normale supérieure. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est de nous expliquer un petit peu les différents outils de modélisation et les scénarios qui sont utilisés dans les rapports du GIEC. Donc la première question que je te pose par rapport à ça, c'est qu'est-ce que c'est que les CMIP? Alors CMIP, ça veut dire Coupled Model Intercomparison Project. C'est un programme qui regroupe l'ensemble des centres de modélisation qui vont fournir en fait des simulations climatiques pour comprendre les climats du passé, le climat présent et les climats futurs. Donc c'est un programme qui est sous la direction du WCRP, donc c'est le Programme mondial de recherche sur le climat, qui assure cette coordination à la fois sur les faits scientifiques, sur les résultats scientifiques, sur les connaissances, mais aussi sur les infrastructures. Parce que derrière ces modèles, derrière ces grosses machines qui produisent beaucoup de données, beaucoup de sorties, comme on appelle ça dans notre jargon, il faut une coordination, il faut une homogénéisation des données, et c'est dans le cadre de CMIP que cette structuration s'établit pour avoir en fait des partages de données visibles pour l'ensemble des États du monde entier, pour l'ensemble des chercheurs du monde entier, des étudiants, qui vont ensuite utiliser ces données pour leur propre analyse. Donc cette 6e édition qui a fourni l'ensemble des simulations qui aident ensuite à l'évaluation dans les rapports du GIEC. Donc qui participe à ces exercices d'intercomparaison du coup au CMIP? Alors il y a à peu près 50 centres climatiques qui participent à ces exercices d'intercomparaison, soit dans la fourniture de données, soit dans l'élaboration du protocole qui va gérer l'ensemble de ces simulations. Comment ont évolué du coup les performances de ces différents exercices? Une des caractéristiques de ces exercices CMIP, c'est qu'ils ont un petit noyau d'expérience, on appelle ça des expériences numériques de référence ou les simulations de référence, qui n'ont pas évolué depuis à peu près une vingtaine d'années quand ces programmes ont commencé. Donc c'est des expériences par exemple qui consistent à augmenter de 1% le CO2, la concentration de CO2 dans la planète. Ou des expériences qui consistent à fixer le CO2 aux valeurs préindustrielles pour voir comment le climat aurait évolué sans l'action de l'homme. Donc ce sont des expériences de référence qui ont été conduites pour l'ensemble de ces éditions. Et du coup, on peut comparer l'évolution des résultats pour ces expériences noyaux. Et on voit qu'aujourd'hui, on a des performances des modèles qui sont bien meilleures, en particulier pour la simulation de la température de surface, à la fois sur l'océan et sur les continents, donc à l'échelle globale mais aussi à l'échelle régionale. On a également une meilleure simulation des précipitations et également une amélioration de la représentation de la circulation atmosphérique. Donc la circulation atmosphérique, c'est les vents, les grands courants, les transports de chaleur, les transports d'humidité. Alors il reste bien évidemment des erreurs et des différences entre les modèles. C'est ce qu'on appelle l'incertitude modèle ou l'incertitude qui est structurelle, qu'on tient évidemment compte dans notre évaluation dans les rapports du GIEC et pour évaluer en fait la robustesse de certaines conclusions ou de certaines analyses que l'on a à disposition pour l'évaluation. D'accord, alors justement si on peut un peu approfondir ça, comment ce processus d'évaluation des incertitudes est réalisé? Le cadre d'évaluation dans les rapports du GIEC est très codifié. Il y a plusieurs étapes. La première étape consiste à rassembler ce qu'on appelle les preuves, les éléments probants, qui sont de nature très diverse, qui peuvent venir des observations, qui peuvent venir des modèles, qui peuvent venir de certaines théories. Rassembler l'ensemble de ces preuves-là pour une problématique donnée. Pour cela, on regarde la littérature scientifique. Le GIEC ne produit pas de recherche, mais évalue la littérature scientifique, se base sur la littérature scientifique pour son évaluation. Donc on recherche l'ensemble de ces preuves dans la littérature scientifique. Et si on a assez de preuves, en termes de quantité, en termes de qualité également, des éléments qui sont de très bonne qualité, si on en a assez, et si ces éléments sont cohérents, dans ce cas on passe à la deuxième étape,
qui consiste à établir un niveau de confiance pour la conclusion ou la problématique que l'on évalue et qui ont utilisé ces éléments probants. Prenons l'exemple de la température globale de la planète. Aujourd'hui, quand on rassemble l'ensemble des éléments probants, donc évidemment des observations qui viennent des thermomètres, mais aussi des simulations ou d'autres indicateurs indirects, par exemple le niveau de la mer, on peut affirmer aujourd'hui de manière sans équivoque que les activités humaines sont responsables du changement climatique, du réchauffement climatique observé. Ce sans équivoque, c'est le niveau de confiance le plus élevé que l'on peut donner dans une évaluation du GIEC. Et il correspond en fait à un fait établi. Donc c'est la compilation de l'ensemble des éléments probants, leur cohérence, et aussi le fait qu'ils sont indépendants et qu'ils donnent toutes la même conclusion, qui fait qu'aujourd'hui on peut arriver à ce niveau de confiance. Mais on n'a pas le même niveau de confiance pour l'ensemble des indicateurs géophysiques. Par exemple, pour la précipitation. Si on moyenne les précipitations, les pluies sur l'ensemble de la planète, on note une augmentation de ces précipitations. Mais la qualité des observations, ou la quantité des observations, en fait, est telle qu'on ne peut pas dire que c'est un fait établi. Il y a une probabilité derrière cette augmentation. Et on peut dire, avec l'ensemble des éléments probants liés aux précipitations, on peut dire qu'il y a 2 chances sur 3 que les précipitations globales aient augmenté depuis les 50 dernières années. On peut aller peut-être un petit peu plus loin aussi, on peut au-delà du changement, est-ce que ces précipitations-là, l'augmentation des précipitations s'accélère ou pas? Donc en particulier sur les dernières décennies. Donc là, le niveau de confiance est un petit peu réduit parce qu'il y a moins d'observations de précipitations sur l'ensemble de la planète sur les dernières décennies. Donc on pouvait probabiliser l'augmentation des précipitations en 2050, on ne peut pas probabiliser l'accélération de cette augmentation-là. Et donc on a un niveau de confiance, et ce niveau de confiance, c'est plutôt un niveau de confiance moyen, considérant la qualité et la quantité de ces éléments probants. D'accord. Donc à partir de quel niveau de confiance on va évaluer une probabilité, justement? Alors on évalue une probabilité à partir d'un niveau de confiance élevé à très élevé, hein, qui correspond au fait que on a un grand nombre d'éléments probants en quantité et en qualité, et ils sont indépendants. Et aussi, leur évaluation est telle qu'ils donnent les mêmes conclusions pour le processus ou le phénomène climatique qui est évalué. D'accord. Donc ça, c'était pour l'évaluation des incertitudes. Alors maintenant, je voudrais que tu nous expliques un peu les différents scénarios, comment ils sont construits, en particulier sur le dernier rapport du GIEC, et les grandes familles de ces scénarios. Il faut bien intégrer le fait que le futur n'est pas écrit. Il existe différents scénarios d'évolution socio-économique, qui en fait tracent des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre ou d'usage des sols, par exemple la déforestation, l'artificialisation. Le dernier rapport du GIEC se base sur 5 familles de scénarios qui correspondent à 5 faire société, on va dire, faire sociétés mondiaux, qui se basent sur des hypothèses de démographie, des hypothèses économiques, des hypothèses technologiques, des hypothèses géopolitiques, des changements de mode de vie. Donc c'est l'ensemble de ces critères-là qui forment une famille. On en a 5. À titre illustratif, je prends la 3e, qui correspond en fait à un narratif qu'on est plutôt en train de vivre aujourd'hui. Donc dans cette famille-là, les développements sociétaux se caractérisent par une résurgence des conflits régionaux, par une résurgence du nationalisme, par un faible partage des avancées technologiques, par des crises énergétiques, par des crises agricoles, par une insécurité alimentaire, une insécurité énergétique, du fait de se faire société mondiale. Et donc ce scénario-là conduit à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre jusqu'aux années à peu près 1970, et arrive donc à un niveau de température globale de la planète qui est autour de entre 3,5 et 4 degrés supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ça, c'est une des familles de scénarios, qui est très contrastée avec la famille de scénarios qu'on appelle développement durable, hein, qui se base sur des politiques climatiques ambitieuses, qui permettent de réduire de manière massive, rapide, les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à la neutralité carbone vers les années 2050-2060.
Donc ces scénarios-là sont compatibles avec l'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et de manière préférentielle à 1,5 degré. Donc ça c'était pour les scénarios socio-économiques, donc les SSP. Et donc maintenant la question c'est comment ceci s'articule-t-il avec les RCP? Qu'est-ce que c'est que les RCP et quel est le lien avec les SSP? Dans le dernier rapport du GIEC, les scénarios SSP ont été utilisés. Mais il faut en fait assurer une continuité entre les différentes évaluations, en particulier les dernières, notre 4e et 5e rapport du GIEC, qui se basaient sur un autre type de scénario qu'on appelle les RCP. Ils sont caractérisés par un niveau de forçage radiatif qui correspond à une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre depuis le début du siècle jusqu'à 2100. Si on fait l'hypothèse d'une continuité, d'une augmentation future des émissions de gaz à effet de serre, on arrive à des forçages radiatifs élevés, par exemple 8,5 watts par mètre carré à la fin du siècle, pour le scénario qui avait été utilisé dans le 3e et le 4e rapport du GIEC, donc le RCP 8.5. Si on diminue fortement nos émissions de gaz à effet de serre, on arrive à des déséquilibres énergétiques qui sont réduits. Le RCP 2.6 watts par mètre carré, qui correspond à une stabilisation de la température globale de la planète en dessous de 2 degrés. Donc il a fallu assurer une continuité entre ces scénarios RCP et les nouveaux scénarios SSP, qui sont des familles de scénarios qui comprennent beaucoup plus d'hypothèses, en particulier d'hypothèses socio-économiques. Donc des scénarios illustratifs de ces grandes familles de SSP ont été choisis pour essayer de matcher, de coller avec les anciens scénarios, et d'avoir à peu près le même forçage radiatif à la fin du siècle pour assurer donc cette continuité. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, ces scénarios socio-économiques, finalement, ils peuvent mener à différentes trajectoires et à différents forçages radiatifs. Dans chaque famille scénario, il y a ce qu'on appelle un scénario de référence, le scénario baseline, qui est le scénario sans politique publique. On utilise ces scénarios baseline pour évaluer les risques liés au changement climatique, pour évaluer le niveau de réchauffement sans politique publique. Mais donc dans cette famille de scénarios, en plus de cette baseline, il y a d'autres trajectoires qui correspondent à d'autres hypothèses, et en particulier des hypothèses techniques. Si je prends la 5e famille, cette 5e famille qui se caractérise par des émissions de gaz à effet de serre croissantes, pour une stabilisation vers 2070 à un niveau qui est 3 fois plus élevé qu'aujourd'hui. On aboutit à un forçage radiatif très élevé, qui est de l'ordre de 8,5 watts par mètre carré, qui conduit à un réchauffement de l'ordre de 4,5 degrés à l'échelle de la planète. Si on reste dans cette famille-là, et si on fait l'hypothèse qu'il y a une technologie pour capturer ou séquestrer les gaz à effet de serre que l'on émet dans l'atmosphère, parce qu'on continue à utiliser les énergies fossiles, le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Dans ce cas, on arrive à un forçage radiatif qui est diminué, et qui peut, avec des hypothèses extrêmes, qui peut arriver à maintenir le climat en dessous de 2 degrés. Mais il faut bien réaliser qu'il n'y a pas de probabilité associée à ces différents scénarios. On ne probabilise pas ces scénarios. On peut quand même dire que certains ont des hypothèses qui sont assez irréalistes. Par exemple, dans la famille 5, si on continue à émettre des gaz à effet de serre et à accroître nos émissions de gaz à effet de serre, il faudrait que les technologies pour capturer ces gaz à effet de serre soient extrêmement efficaces et soient déployées à très très grande échelle pour pouvoir contrebalancer les émissions que dans l'atmosphère. D'accord. Alors justement par rapport, donc il n'y a pas de probabilité de ces différents scénarios, mais on a un peu un recul depuis qu'ils ont été réalisés, je crois au début des années 2010. Donc c'était quoi notre trajectoire actuellement la plus probable, même si c'est pas écrit comme tel? Les scénarios SSP ont été imaginés, ont été fournis au début des années 2010. Donc aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine d'années de recul pour évaluer en fait l'angle de la trajectoire que l'on prend. Pas forcément la cible, mais en tout cas l'angle de la trajectoire. Qui nous permettent de dire aujourd'hui qu'il semblerait que l'on ait décroché des scénarios les plus émetteurs. On est plutôt sur des scénarios qui correspondent à une stabilisation des émissions jusqu'à vers 2050. Donc on ne suit pas les scénarios qui limitent le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Donc on est en sortie de route par rapport à ce qu'il faudrait faire pour respecter l'accord de Paris. Mais on a quand même décroché de ces scénarios très impactants. Par contre, il faut quand même les considérer.
il faut les considérer parce qu'on n'est pas à l'abri d'un réchauffement climatique beaucoup plus fort que ce à quoi on s'attend en moyenne pour un niveau d'émission donné. Il peut y avoir ce qu'on appelle les surprises climatiques. Par exemple, des processus qui font que la hausse de la température s'accélère, en particulier des processus naturels comme le pergélisol qui peut dégazer en fait, des quantités importantes de méthane et de CO2, qui font qu'à un niveau d'émission anthropique qui n'est pas forcément élevé, la quantité de CO2 et de méthane qui s'accumuleront dans l'atmosphère sera plus grande du fait de ces milieux naturels, de ces zones humides qui peuvent commencer à dégager aussi des gaz à effet de serre. Donc en termes d'évaluation des risques, il faut considérer ces scénarios, les climats, les réchauffements les plus élevés au cas où. Donc les scénarios les plus pessimistes, on va dire, ou les plus émetteurs, doivent quand même être considérés pour évaluer les risques de manière correcte, puisqu'on n'est pas à l'abri de surprises climatiques. Comment ces scénarios vont évoluer pour le futur, le prochain rapport d'évaluation, le 7e? Quels sont les enjeux en fait, qu'il y a par rapport à ces scénarios? Pour le 7e exercice du GIEC, il va y avoir une révision de ces grandes familles, et en particulier une révision de certaines hypothèses, parce qu'on voit que dans quasiment l'ensemble des scénarios qui avaient été envisagés pour ce 6e rapport, on fait perdurer un système, mondial, société mondiale, qui maintient en fait les inégalités entre ce qu'on appelle les pays du Nord et puis le Grand Sud. Donc c'est des développements économiques, des développements sociétaux qui maintiennent en fait cette différence, alors que on sait aujourd'hui que lutter contre le changement climatique ne se fera que par la diminution des inégalités, à la fois à l'intérieur d'un pays, mais aussi à l'échelle globale. Donc il va y avoir une révision de ces scénarios-là, et en particulier aussi des scénarios qui vont inclure des hypothèses de non-croissance du PIB, de stagnation du PIB, alors que tous les scénarios aujourd'hui se basent sur une croissance du PIB plus ou moins grande. Donc il va y avoir une révision pour mieux intégrer en fait l'ensemble des trajectoires possibles, l'ensemble des possibles développements socio-économiques.